Bonsoir, notre journal s'ouvre dans un contexte particulièrement symbolique, marqué par la célébration du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette date essentielle nous rappelle le rôle fondamental des médias dans la défense de la démocratie, de la transparence et du droit à l'information. À travers cette édition, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une information libre, responsable et indépendante. Un atelier de concertation s'est tenu vendredi dernier afin d'accélérer le processus d'adoption de la loi sur l'accès à l'information à caractère public. Les échanges ont porté sur les dispositions encore en discussion avec pour objectif de consolider un consensus et de faciliter l'adoption du texte. Noussou Roger Ranjemanal. L'adoption de la loi sur l'accès à l'information à caractère public figure parmi les mesures susceptibles de réduire les appréhensions des journalistes dans la diffusion d'informations. L'absence de promulgation de ce texte continue ainsi d'avoir des répercussions importantes sur la vie nationale, notamment en matière de transparence. Ce constat ne concerne pas uniquement les médias basés dans la capitale, mais également les journalistes et correspondants en région qui rencontrent eux aussi des difficultés dans la recherche, la vérification et la diffusion d'informations conformes à la réalité du terrain. En effet, ce projet de loi est en discussion depuis plus de 20 ans. Des initiatives ont déjà été entreprises par les autorités publiques, notamment en 2025, avec la présentation du texte à l'Assemblée nationale en vue de son examen et de son adoption. Cependant, malgré ces avancées, le processus... L'information, c'est le souffle de la démocratie. C'est la matière première pour une société harmonieuse, pour qu'il y ait une confiance entre les gouvernants et les citoyens. Donc, sans cette loi qui garantit l'accès aux informations publiques, nous sommes amputés de ce droit qui est d'être informés pour le citoyen et le devoir d'informer pour les journalistes. Dans ce contexte, le projet Manéo, porté par Internews Madagascar et l'ONG Iluntir, a réuni des journalistes, des représentants de la société civile ainsi que des députés. Cette rencontre a permis d'ouvrir un cadre de concertation visant à encourager et à accélérer l'adoption de la LAICP, considérée comme un outil essentiel pour renforcer la transparence, la démocratie et le droit à l'information. Et puis la RNM, la Radio Nationale Malagasy, a célébré mercredi dernier son 95e anniversaire. Considérée comme l'un des pionniers de la radiodiffusion à Madagascar, l'institution entre désormais dans une nouvelle phase de son évolution. Sa direction actuelle affiche une orientation claire vers la modernisation de ses infrastructures et de ses contenus afin de s'adapter aux mutations technologiques et aux nouveaux usages médiatiques contemporains. 29 avril 1931, 29 avril 2026, la Radio Nationale Malagasy célèbre ses 95 ans. La station peut être considérée comme un patrimoine national conformément au slogan choisi pour cette célébration: préserver l'héritage, vivre le présent, se renouveler pour l'avenir. Elle demeure également un témoin de l'histoire. La Radio Nationale Malagasy existe toujours malgré les diverses intempéries vécues par la Grande Île. Madagascar faisait partie des 3 pays équipés à l'époque en ondes courtes et également des 6 pays dotés d'ondes moyennes. Actuellement, 80% des émetteurs à travers l'île sont en panne. Des efforts sont entrepris pour réparer ces équipements. Toutefois, cela n'empêche pas de suivre la RNM, désormais accessible en web radio. Il y a plusieurs défis, mais le principal, c'est de comment faire face à la nouvelle technologie. Par rapport à cela, on a créé le web radio de Radio Madagascar sous l'adresse www.radiomadagascar. Actuellement, on enregistre plus de 600 auditeurs partout dans le monde. De nombreux employés assurent le fonctionnement de la Radio Madagascar. Le ministre de tutelle entend œuvrer pour l'intégration de la majorité d'entre eux dans la fonction publique. Gaskara Fensou a souligné que la liberté d'expression est garantie au sein de la RNM à travers des émissions nouvellement ajoutées aux grilles
du programme de la radio Madagascar. L'éducation à la citoyenneté responsable sera érigée en priorité, selon Monica Rassoularsan, directrice de la radio. On a créé des nouvelles émissions. On a donné l'espace aux jeunes à travers l'émission Tanoramioski, également un espace de dialogue pour les citoyens. Et le défi aussi réside dans l'amélioration, le renforcement de l'éducation citoyenne malagasy. Des distinctions ont été remises à plusieurs figures ayant marqué la RNM, notamment Latime Rangers, Jeanne Rasouanas, Suzel Rafloulmiant, Tsouar Ravodanahari. À sa création en 1931, la RNM portait le nom de Radio Tananarive et était installée en Tanarine. En 1946, la station s'est scindée en 2 services, en français et en malagasy. Le bâtiment qu'elle occupe encore aujourd'hui a été inauguré en 1963. Durant cette célébration, certaines émissions ont été jouées sur scène, telles le Tetsiteru, qui a marqué l'enfance de la majorité des Malagasy. La retransmission en direct des matchs de football distingue jusqu'à ce jour la radio Madagascar. La RNM a aussi été la première à diffuser des feuilletons radiophoniques. Et puis, le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications a remis des équipements informatiques à l'Office de la radio et de la télévision malagasy dans une optique de renforcement des capacités techniques et de modernisation des infrastructures. La radio nationale malagasy, première station de radiodiffusion Madagascar, joue un rôle essentiel dans la diffusion de l'information, de la culture, des événements sportifs et des diverses émissions. Elle reste encore aujourd'hui une source d'information incontournable. Au fil de son histoire, la RNM a surmonté de nombreux obstacles avant de devenir la radio nationale. Malgré son importance dans le pays, elle reste confrontée à des défis majeurs liés à la modernisation de ses équipements numériques. C'est dans ce contexte que le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications a procédé à un don de son ordinateur destiné à l'ORTM et au ministère de la Communication et de la Culture. Les agents de l'ORTM rencontrent encore des difficultés lors des transmissions directes en raison d'un manque d'équipement technique. Cette dotation arrive ainsi à point nommé pour améliorer leurs conditions de travail. Et un tout autre sujet, les orientations stratégiques relatives à la filière vanille tendent désormais vers une gouvernance participative accordant un rôle décisionnel renforcé aux producteurs et opérateurs locaux. La région Sava, principal bassin de production et d'exportation de vanille de Madagascar, se positionne ainsi au cœur de ce dispositif. Le secteur de la vanille traverse de nombreuses difficultés et nécessite une analyse approfondie avant toute prise de décision, a déclaré le président de la refondation de la République lors de son entretien avec les acteurs de la filière vanille à Antala. Parmi les solutions proposées par le président figure la mise en place d'un point focal au sein de la présidence de la refondation de la République afin de faciliter l'accès aux informations concernant la filière vanille. La vanille provenant de la région Sava qui constitue un pilier de l'économie malagasy. Selon toujours le président, il est essentiel d'écouter les producteurs, les opérateurs économiques ainsi que leurs propositions de solutions. Il a également annoncé la suppression du monopole dans le secteur de la vanille.
À cette occasion, une cérémonie de remise d'agrément a eu lieu à Antala pour les opérateurs exportateurs remplissant les conditions requises. Désormais, les producteurs disposant de documents en règle peuvent aussi exporter directement leur production sans être obligés de passer par les collecteurs ou les intermédiaires. Cela fait partie des réformes mises en place par le régime actuel. Auparavant, 90 agréments relatifs à cette activité étaient enregistrés. Aujourd'hui, ce nombre dépasse les 300 selon la ministre du Commerce et de la Consommation. Selon ses explications, cela montre la volonté de l'État de soutenir l'augmentation des exportations de vanille. Le président Michael Janjinirin a souligné que l'État est à l'écoute et prêt à dialoguer afin de redresser la filière vanille à Madagascar. Cela inclut notamment la volonté de co-gérer le fonds du Comité national de la vanille d'un montant de 35 millions de dollars. Et l'ouverture du nouveau palais de justice bénéficie à près de 700 000 habitants des districts de Sambave, Indap et Voemar. Cette infrastructure vise à réduire les contraintes liées à l'éloignement géographique, alors qu'auparavant les justiciables devaient parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accéder aux services judiciaires dans la région Sava. Le nouveau palais de justice à Sambave vise à réduire significativement les contraintes liées à l'éloignement géographique, alors qu'auparavant les justiciables devaient parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accéder aux services judiciaires. Dans la région Sava, 237 détenus restent actuellement en attente de jugement. Les autorités judiciaires indiquent que des mesures sont en cours afin d'accélérer le traitement de ces dossiers et de résorber les retards. La justice constitue un pilier fondamental au service de la population malgache et chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d'un traitement équitable de son dossier, a souligné le président de la refondation. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique de réforme visant à rapprocher l'administration judiciaire des citoyens, a pour sa part précisé le ministre de la Justice, mettant en avant l'objectif d'un accès effectif à une justice équitable pour tous. Par ailleurs, un projet d'extension de la maison centrale de Sambave est envisagé dans la région Sava. L'établissement conçu pour accueillir 250 détenus en compte actuellement 488, illustrant une situation de surpopulation carcérale préoccupante. Le nouveau tribunal est opérationnel dès à présent. À cette occasion, les responsables judiciaires ont été officiellement présentés. Rawilson Donosco a été nommé président du tribunal de première instance de Sambave, tandis que Tsitukan Edmond Michael occupe le poste de procureur de la République. Par ailleurs, Andianza Fianzarasu Olive a été désigné procureur au tribunal de première instance d'Antala. Sa mise en service, le terminal dédié aux vols domestiques de l'aéroport d'Ivat a fait l'objet d'une rénovation d'envergure devenue insuffisante face à la hausse du trafic. L'infrastructure a été reconfigurée et étendue afin de répondre aux standards actuels d'exploitation. La capacité d'accueil a ainsi été portée de 120 à 261 passagers par heure. Nandiana Rassaf Damar. Le système de traitement des bagages ont été améliorés, passant ainsi de 297 à 900 bagages par heure. Une évolution essentielle pour fluidifier les opérations et réduire le temps d'attente. Parmi les améliorations notables figure aussi le doublement des postes de contrôle des bagages, l'extension de la salle d'embarquement à 760 mètres carrés, ainsi que l'augmentation du nombre de portes d'embarquement, désormais au nombre de 4. La zone de récupération des bagages a également été modernisée. Le coût total des travaux s'élève à 6 milliards d'ariars, une rénovation réalisée dans le cadre d'un partenariat entre l'État malagasy et Ravnal Airports. De nouveaux espaces ont été aménagés, boutiques, zones de restauration, espaces de détente,
salon VIP, ainsi qu'un espace dédié à la valorisation de l'artisanat et de la culture malagasy. Amélioration effectuée en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication. Inaugurant les infrastructures, le haut conseiller à la présidence de la refondation a félicité le succès du partenariat public-privé. Ces améliorations augmenteront la visibilité de Madagascar. Les aéroports ne sont pas seulement des infrastructures de transport, mais des lieux stratégiques qui façonnent la première image perçue par les visiteurs, souligne le haut conseiller à la refondation, le colonel Thierry Rampanarive. Il va au aéroport où l'on constate aussi des actes de corruption. Aucune tolérance ne sera accordée. La rénovation du terminal domestique d'Ivato s'inscrit dans le cadre des investissements réalisés par Ravnal Airport selon le contrat de concession de gestion. Les travaux de construction de la première section de l'autoroute reliant Antananarivo à Thomassin progressent de manière significative. Le maître d'ouvrage est actuellement engagé dans les opérations de mise en œuvre des couches de base, de revêtement et de bitumage. Cette première phase longue de 80 km devrait être achevée d'ici le mois de décembre, conformément au calendrier d'exécution annoncé. Les travaux de construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Thomassin se poursuivent à un rythme soutenu. À ce jour, plus de 18 km de chaussées ont déjà été revêtus de goudron, tandis qu'environ 70 km ont fait l'objet de travaux de remblayage. Sur le terrain, les différentes infrastructures commencent progressivement à émerger. Chargée du chantier, la société Samcret affiche un objectif clair: honorer ses engagements envers l'État malagasy en livrant 80 km d'autoroute d'ici la fin de l'année 2026. Les travaux de terrassement jusqu'à PK62. On a des travaux enrobés qui sont en cours toujours. On a à peu près entre le 18 km d'enrobés 4 voies. Couche de base et FDR, ça avance toujours. On est en avancement de ça et on continue. On essaiera toujours de finir le plus bref délai et de la meilleure qualité aussi. Et de travaux, ça va finir le décembre 2026, jusqu'à phase 1. Le projet s'est divisé en 3 phases. Phase 1, c'est 80 km, phase 2, 85 km, phase 3, 85 km. Et c'est là qu'on finit le trajet jusqu'à Thomassin. En parallèle, l'entreprise met en avant des actions d'appui aux communautés locales. Durant les saisons de pluie, marquée par l'inexploitation de nombreuses rizières, elle est venue en aide aux populations riveraines. Au total, 1300 familles issues de 27 Foukontagnes, réparties dans 6 communes entre Mbouimang et Mangamil, ont bénéficié de distribution de riz et d'engrais. Nous, on est conscients pour notre responsabilité sociale, environnementale. C'est pour ça qu'on a une équipe professionnelle sociale et environnementale pour nous aider à propos de ça. On est ici pour le développement, pas uniquement pour faire la route, mais la voie rapide, mais pour faire tout ce qui est développement. Et on essaiera toujours d'avoir les meilleures relations avec les communautés et le peuple malgache. Samcret s'implique également dans les initiatives sociales, notamment à travers des programmes de type travail contre argent. Ces dispositifs ont permis aux habitants de participer à la réhabilitation de certaines routes communales. Cependant, le projet suscite aussi des préoccupations. Plusieurs familles affectées par la destruction de leurs biens dans le cadre des travaux affirment ne pas encore avoir perçu leur indemnisation. Elles lancent ainsi un appel aux autorités compétentes pour une régularisation de leur situation. Et puis, la mobilisation des acteurs des énergies renouvelables a été concluante. Elle a permis de coordonner les efforts face aux enjeux d'approvisionnement, marquant une avancée vers l'autonomie énergétique de Madagascar. Reportage de Sandra Rakoudoakson et de film Randjaman. Madagascar met en œuvre une stratégie à long terme visant à renforcer l'approvisionnement énergétique et à attirer les investisseurs ainsi que les opérateurs privés dans les projets d'énergie renouvelable. Au total,
55 sites répartis dans 22 régions ont été identifiés dans le cadre de cet effort destiné à répondre à une demande d'électricité encore largement insuffisante, avec un taux d'accès estimé à 38% de la population. Dans le contexte de la réforme de la JIRAMA et des limites actuelles de production, le recours à un système hybride combinant énergie renouvelable et sources thermiques est envisagé comme une solution stratégique pour améliorer la stabilité et la fiabilité de l'approvisionnement électrique à l'échelle nationale. Lors d'une rencontre consacrée aux énergies renouvelables, les opérateurs nationaux et internationaux ont exprimé leur volonté de contribuer rapidement à la mise en œuvre de solutions concrètes. Ces projets sont appelés à produire des résultats rapides tout en contribuant à l'amélioration de l'accès à l'électricité et à la dynamisation de l'économie nationale. Le saviez-vous qu'à l'échelle mondiale, la prévalence des troubles psychologiques liés au travail est en hausse continue. À Madagascar, la prise en charge de la santé mentale au travail demeure encore embryonnaire. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, célébrée chaque 28 avril, l'Organisation internationale du travail a retenu pour thème « Agissons pour un environnement du travail sain sur le plan psychosocial ». Le harcèlement et les violences au travail représentent un coût estimé à 1,37% du PIB mondial, un chiffre alarmant qui traduit une réalité souvent silencieuse des travailleurs épuisés, des familles affectées et un impact humain, social et économique considérable. Cette situation s'inscrit dans une période d'incertitude croissante du marché de l'emploi, l'émergence de nouvelles formes d'emploi portées par les technologies modernes et l'intelligence artificielle bouleversent les repères traditionnels. Il en résulte un isolement accru, une perte de stabilité et une fragilisation du bien-être mental. À Madagascar, on note une progression du stress et des violences en milieu professionnel. Ces phénomènes ont des impacts significatifs sur la santé des travailleurs, aggravée par une pression accrue sur les résultats. Autre constat préoccupant, la méconnaissance de la législation du travail. Les violences psychologiques, souvent invisibles, sont encore trop banalisées, alors même qu'elles ont des conséquences directes sur la santé physique et mentale. Cette année, l'Organisation internationale du travail, ou OIT, a choisi pour thème « Veillons à ce que le milieu de travail soit sain sur le plan psychosocial » à l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Dans le monde, plus de 840 000 personnes meurent chaque année en raison de problèmes de santé mentale liés au travail. Donc, cette année, on a décidé de travailler sur le thème psychosocial, c'est-à-dire travailler ensemble pour que le monde du travail soit sain et sûr sur le plan psychosocial. En gros, c'est travailler sur la santé mentale. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par une plus grande digitalisation en matière du monde du travail. Et donc, ce n'est pas le monde du travail qu'on connaissait avant. Cela crée des défis, ça crée aussi des opportunités. Et il est important de s'interroger sur les impacts, les effets de ça en ce qui concerne notre santé mentale. Et donc, c'est une journée où nous faisons beaucoup de sensibilisation. L'idée, c'est de travailler ensemble à travers ce qu'on appelle le tripartisme. C'est pour ça, agissons ensemble pour promouvoir un monde du travail sûr et sain sur le plan psychosocial. Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Fonction publique a mis en place des politiques visant à renforcer la santé et la sécurité dans tous les secteurs d'activité, ainsi que la valorisation du capital humain. Un programme et une politique nationale de sécurité et de santé au travail seront mis en œuvre. Par ailleurs, le ministère, la CNAPS et les services de santé au travail ont élaboré des stratégies pour renforcer la protection sociale, notamment à travers le dialogue social. La sensibilisation et la prévention s'avèrent être essentielles.
Les bailleurs assurent un suivi de terrain de l'utilisation des fonds. Une délégation du GF6 AMP s'est rendue à Tirana pour évaluer les réalisations. Une évaluation axée sur les moyens de subsistance et de préservation des ressources marines. Reportage de notre correspondant à Tirana, Vilmanan Jean-Claude. Le financement accordé par GF6 AMP à l'association AVTD2, Association des volontaires pour la transmission au développement durable, s'est concentré sur l'amélioration des conditions de vie de la communauté locale, en particulier des associations des femmes. Cette organisation travaille en collaboration avec la Conservation internationale pour la gestion des ressources marines, la restauration des mangroves, ainsi que pour le renforcement des liens écologiques. Parmi les réalisations, on peut citer l'extension du local de l'association des femmes à Sankazomban, commune rurale Andrafiébé, la mise en place d'une réserve de crabes, la construction d'infrastructures pour la production de poissons à fumer à Sarmbatav, commune rurale en Karongan, la création d'une pépinière ainsi que la plantation des mangroves. Des bailleurs GF6 AMP, leurs partenaires, ainsi que les représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, sont venus superviser l'utilisation des fonds alloués. On est là pour voir si le projet qui est pour le financement du triplement des aires marines protégées et l'assistance aux aires marines gérées localement par les communautés locales, si le projet est bien exécuté. Et nous sommes très contents puisque c'est un projet qui se met en place dans 3 grandes régions de Madagascar, et la région de Diana ici est une région très très importante vu la dimension des côtes qu'il y a. Et on a pu voir donc aujourd'hui les comptes rendus par les 2 promoteurs qui soutiennent les communautés locales, à savoir AVT2D et Conservation internationale. Au-delà de la simple mission de suivi, ils ont également fourni des équipements à AVTD2 et à la Conservation internationale. Ces matériels serviront à renforcer le suivi et assurer une gestion durable des ressources marines dans la zone du corridor marin de cette baie, en collaboration avec la communauté locale. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à notre chaîne. Au revoir.